façon à l'époque médiévale, puisque c'est vraiment à cette époque que la ville de Rennes va s'agrandir et prendre en puissance, ce qui a fait la richesse de la ville, contrairement à d'autres villes de la région comme Nantes ou La Rochelle par exemple. Eh bien, c'est que nous ne sommes pas une ville négrière, nous sommes une ville d'université. Et c'est les étudiants qui ont fait la fortune de la ville. Encore aujourd'hui, c'est 33% de la population rennaise qui est étudiante. Meurt et il n'a pas de fils, il n'a eu que des filles, donc pas d'héritier bien sûr. Cela va donc déclencher une guerre entre un de ses gendres, Charles de Blois, et son cousin Jean de Montfort. Charles de Blois, lui, est plutôt ami avec les Français et Jean de Montfort est plutôt à coquiner avec les Anglais. Et chacun vont faire la promesse que s'ils remportent cette guerre avec l'aide, bien sûr, de la Sainte Vierge, eh bien, ils construiront pour la remercier un couvent et une église à Rennes. Pour dire qu'ils n'ont pas copié sur l'autre, ils choisissent chacun un ordre différent. Pour Jean de Montfort, ce sera les dominicains et Charles de Blois, ce sera les Pierre et Charles de Blois meurent sur le champ de bataille en 1354 à Auray. Un messager enfourche alors son cheval et court rejoindre Jean de Montfort pour lui annoncer « Monseigneur, bonne nouvelle, vous êtes duc de Bretagne ». Ce Bonne Nouvelle est resté, c'est le nom de la basilique de Bonne Nouvelle, et dans le couvent, il y a une chapelle de Bonne Nouvelle. Et tout ce que je viens de vous raconter là, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Après le début de la construction, en 1892, le maire de l'époque, Edgar Le Bastard, annonce à Jean-Baptiste Marteneau que les projets pour la ville ont changé. La priorité de construction désormais, c'est le palais du commerce. Plus de ça, on est dans le début des débats qui vont mener à la loi 1905. Voilà. Et Edgar Le Bastard, lui, il est athée convaincu pour le coup. Donc construire une basilique, c'est vraiment pas sa priorité. Donc il annonce à Marteneau que maintenant il va devoir faire un choix. Soit avec ce qu'il reste de budget, il se tire un salaire, soit il finit sa basilique. La cathédrale Saint-Pierre de Rennes, dont les origines remontent au IVe siècle, est un monument religieux de style ultramontain, unique en Bretagne, dont le style architectural a évolué au travers des âges. Son histoire est intimement liée à celle des ducs de Bretagne qui s'y rendaient pour leur couronnement. La nouvelle façade, de style classique, n'a plus rien à voir avec celle d'origine, ni avec le reste de la cathédrale gothique, avec les imposantes colonnes de granit des îles Chausée, les armoiries de Louis XIV sur un fronton en tuffeau entre les deux tours, 5 blasons des évêques, des lieutenants et des gouverneurs de Bretagne. La cathédrale Saint-Pierre de Rennes héberge un grand chef-d'œuvre, un retable flamand anversois du XVIe siècle, orné de 80 personnages. Ce retable fut restauré en 1984 et en 2010. Anvers était réputé dans toute l'Europe pour sa production de retables entre 1470 et 1570. Celui-ci en fait partie et est considéré comme l'un des plus beaux. Vous avez du
pans de bois et pas de la pierre. Je vous l'ai dit, ça va arriver aux alentours de 1590, un petit peu avant. C'est commun à partir de 1600. Mais surtout, ce qui ne trompe pas, eh bien, c'est l'avancée de l'étage. C'est ce qu'on appelle ici un encorbellement. Et si vous avez un encorbellement, vous êtes sûr que c'est du Moyen-Âge, puisque à cette période, on construit de cette façon, puisqu'on ne calcule votre impôt que sur la surface de votre rez-de-chaussée. Donc après, dans les étages... Un palais qui a conservé une grande partie de ses décors. À l'intérieur, au premier étage, vous avez des décors qui vont du milieu du XVIIe siècle au début du XXe. Donc c'est vraiment exceptionnel pour le coup. Donc on est très content de l'avoir encore, ce palais, parce que c'est une exception à l'échelle de la France. C'est un palais qui, normalement, le terme exact lors de sa création est appelé Cour souveraine de justice en province. Donc c'est une institution attachée à l'Ancien Régime qui existera jusqu'en 1790, date à laquelle tous les parlements sont dissous. Et je dis bien les parlements, parce qu'il y en avait plusieurs. Ils ne sont pas créés tous en même temps, ça dépend du climat politique et du rattachement des différents territoires en tant que province du Royaume de France. Mais du coup, on va avoir des parlements, ces fameuses cours souveraines de justice en province, se créent dans les grandes villes, les futures capitales, grosso modo, de ces fameuses provinces. Donc il y aura eu aussi un parlement à Paris, le plus ancien forcément, qui datait du Moyen-Âge. On aura aussi un parlement à Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Dijon, Aix-en-Provence, Rouen et Rennes, qui sont les principaux, ceux qu'on connaît le mieux. Alors, tous, comme je vous le disais, n'ont pas très bien survécu. En l'occurrence, à Bordeaux par exemple, il n'en reste pas grand-chose honnêtement. À Rouen, le palais existe encore, mais il est difficile à visiter, hors journée du patrimoine, pour vous donner quelques exemples. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y en a pas dans l'Anjou, côté de Nantes par exemple, Nantes était bretonne jusqu'à encore très récemment parlant, du moins administrativement parlant. Elle faisait partie de la Bretagne jusqu'au régime de Vichy, grosso modo. Et à l'époque où le Parlement est créé en Bretagne, donc en 1554 par le roi Henri II, Nantes et Rennes sont en compétition pour acquérir ce Parlement justement. Et c'est Rennes qui va l'emporter de très peu. Mais du coup, pas de Parlement en Anjou, parce que l'Anjou, auquel sera rattaché plus tard la ville de Nantes et son territoire, c'est un territoire qui fait partie du domaine royal depuis beaucoup plus longtemps, depuis quasiment la fin du XVe siècle. Donc il n'y avait pas grand intérêt à y implanter un parlement. Parce que le principe du parlement, c'est de pouvoir administrer une partie du royaume à distance, en déléguant une partie des pouvoirs par le biais de ce qu'on appellera la noblesse de robe. Il s'agit d'une noblesse de magistrature, la robe étant la toge que portaient les étudiants en droit lorsqu'ils recevaient leur diplôme. C'est une noblesse spécifique qui commence beaucoup à prendre de pouvoir et beaucoup de place à partir de la Renaissance, parce que c'est une noblesse qui va être chargée d'office, des charges littéralement, qu'ils doivent acheter pour ensuite avoir, eh bien, grosso modo, un rôle, un devoir à accomplir. Ce sont tous les officiers royaux qui vont administrer les différentes provinces dans les domaines de la police, les finances, la justice, l'administration, etc.
Et le Parlement a fait partie des plus puissantes institutions de l'époque parce que c'est à la fois une cour souveraine de justice, donc de haute justice, capable de juger en appel tous les grands crimes de la province, mais aussi de juger les nobles de cette province, qui n'est pas rien. Ça les empêche d'aller jusqu'à Paris pour ce faire. Et la deuxième fonction du Parlement, très importante, elle est législative. Les parlementaires, les magistrats qui travaillaient ici, avaient pour devoir d'enregistrer les édits royaux, c'est-à-dire les lois du roi, pour mieux les appliquer sur le territoire. Donc des grosses responsabilités, mais un grand pouvoir également, qui leur donnait beaucoup d'influence dans le royaume. Les parlementaires faisaient partie des officiers royaux les plus puissants pour le coup. Donc celui de Rennes, enfin de Bretagne précisément, écrit en 1554, à peine 22 ans après la réunification définitive de la Bretagne à la France en 1532. Donc il fallait attendre cette date en fait pour commencer à créer le Parlement en tant que tel, comme on va le connaître sous l'Ancien Régime. La construction du palais par contre va prendre un petit peu plus de temps. Parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf des bâtiments aussi. Ça coûte très très cher de bâtir un palais pareil. Il va falloir attendre qu'on débloque les fonds nécessaires. Souvent à l'époque il s'agit de lever de nouveaux impôts. Sauf qu'on tombe très vite dans les années 1560. Ce sont les guerres de religion. C'est un climat de guerre civile extrêmement violent. C'est absolument pas le bon moment pour lever un nouvel impôt. Donc on va attendre Henri IV en 1609 qui débloquera les fonds nécessaires. Entre-temps, ça a permis de régler la question de l'emplacement, parce qu'on ne va pas construire un palais dans toutes les grandes villes de Bretagne. À l'époque, il n'y avait pas encore de capitale, attention. Et c'est Nantes, Rennes et Vannes surtout qui étaient en compétition, et c'est Rennes qui va l'emporter, de très peu devant Nantes. Ce palais, il est du style classique, ou un petit peu baroque. Grosso modo, des styles qui sont très caractéristiques du XVIe, XVIIe, voire XVIIIe siècle, qui sont les styles du pouvoir très appréciés des rois de France et qui sont des styles caractérisés par deux choses. La première, c'est une haute élévation en pierre avec une grande rigueur de la géométrie, la symétrie, c'est là pour vous montrer l'ordre, la majesté, et également qui sont beaucoup empreints d'esthétique gréco-romaine. On adore l'antiquité gréco-romaine à l'époque, considérée comme l'âge d'or idéal, donc on en reprend énormément les